Alors, vous avez la parole. Surtout, il faudrait qu'il y en ait un qui commence, et qui amorce la pompe, si je puis dire, parce qu'après, les personnes n'osent le faire au départ, mais après, quand quelqu'un a commencé, moi, sinon, je voudrais vous poser une question à vous tous qui êtes dans la salle. Est-ce que tous et toutes, quelles que soient les générations, vous utilisez Internet? Est-ce que tous ou toutes, vous avez un ordi, un portable, ou est-ce que vous refusez de payer vos impôts par Internet, de faire tout par Internet, de faire vos commissions par Internet et d'aller au drive? Qui veut me répondre un peu? Quelqu'un qui... Je ne vais pas le manger, vous savez. J'ai jamais mangé personne, même pas un seul auditeur, alors en 40 ans de radio. Qui voudrait me répondre? Qui n'a pas Internet? Qui n'a pas Internet? Alors, qui se dénonce? Qui se dénonce? On peut faire autrement. Tout le monde a Internet? Oui. Qui trouve ça risqué? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a des critiques, ou une qui a des critiques à formuler sur Internet? Parce que sur les limites, sur le fait qu'on fasse des choses avec sa banque, est-ce que vous avez confiance? Allez-y, monsieur, posez votre question. Oui, bonsoir. Internet est un outil qui est merveilleux, magnifique, extraordinaire. Bon, je pense qu'il faut le manipuler, comme ça a été dit un petit peu dans le document tout à l'heure, avec beaucoup de précautions. Et bon, tout n'est pas bon, mais il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que, par exemple, des pétitions. Vous avez cité le cas de Danaoui. Bon, des pétitions comme ça sont formidables, mais à côté de celles-là, il y en a des dizaines qui sont des poubelles, si je peux me permettre. Mais c'est un outil magnifique, à utiliser avec beaucoup de précautions, et bon, avec justesse. Maintenant, bon, l'histoire de drive et autres, ça c'est du commerce. Bon, ça ne m'intéresse pas. Non, mais ça fait partie des secteurs utiles aussi. Hein. Est-ce que je peux continuer? Parce que vous avez demandé des questions. Moi, bon, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Dans l'actualité, bon, il y a, au point de vue de la liberté d'expression, j'ai entendu encore aujourd'hui en Égypte, l'État demande aux journalistes de ne pas contredire la version officielle par rapport à l'accident. C'est pas nouveau, hein, ça. Oui, mais c'est un exemple qui est actuel, et qui est tout à fait dans le cadre. En Turquie, madame l'a évoqué, bien entendu, il y a eu des journalistes de certains journaux qui ont été arrêtés, etc. On sait, on imagine un petit peu ce que c'est. Et puis alors, autre chose, moi, qui me pose question, c'est les infos à la une qui marquent. Alors que ça soit dans un journal papier, que ça soit dans une info audio, télé. Bon, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, je ne citerai pas le nom, mais un député qui a cité sur une radio a dit que bon, les réfugiés, sous-entendu syriens ou autres, peu importe, touchaient une allocation de plus de 700 € par mois. Heureusement, bon, il y a d'autres radios, en l'occurrence France Info. En me rasant, j'ai entendu la contradiction qui disait que bon, il fallait, dans certains cas, pour arriver à ces 700 €, il fallait que ce soit une famille avec au moins 6 personnes, etc. D'accord ? Mais le problème, c'est l'information première qui marque. Et puis la contradiction ne marque pas, ou il faut l'entendre. Oui, mais le problème de la rigueur, c'est un problème qu'on peut exiger de journalistes professionnels, mais qu'on ne peut pas exiger de citoyens, hélas. Mais vous vous rappelez que le 28, je ne sais plus si janvier ou février, en écoutant France Info, on a appris à 3h moins le quart que Martin Bouygues était mort. Oui. Et puis à 15h, en plus, il disait, j'étais dans ma voiture, Martin Bouygues est mort ce matin, il avait 57 ans. Détails et précisions dans le journal de 15h. Alors j'étais au volant, je monte le son, 15h, le journal. Contrairement à ce qu'annonçait l'AFP, Martin Bouygues n'est pas mort. Moi, je me demande si les journalistes de l'AFP, comme balançaient l'info, et les journalistes de France Info qui l'ont relayé, un coup de fil, c'est quand même pas rien. S'il y a eu des suites à la rédaction de France Info, je ne sais pas, ou de l'AFP, parce que ça, c'est un métier de journaliste et de vérifier ce genre d'informations avec le patron de TF1, mais où va-t-on, quoi? Et les excès comme ça, c'est quand même étonnant. Oui. Le problème de l'immédiateté. Merci. Je vous en prie, des réactions à ce que dit ce monsieur sur ce bon sens, quoi. Mais cette rigueur, c'est difficile aussi de couper ses sources, d'avoir des informations avérées, Mais c'est surtout que ça demande du travail, et ça demande de la vérification, ça demande de l'engagement. Ça demande aussi de forger l'esprit critique. Parce que à partir du moment où, par exemple, une rumeur sur Internet, ça part d'un ordinateur
quel qu'il soit, même si après on peut retrouver l'adresse IP, comment les choses se passent, mais enfin, il faut quand même enquêter pour ça. Hein. C'est fait et ça se diffuse. Et ça va très vite. C'est pas pour ça que ça s'appelle la toile. Hein. C'est que ça se diffuse de façon extrêmement importante. Donc pour ça, il y a certainement la loi qui peut agir. On a donné quelques exemples tout à l'heure, mais ça ne va pas encadrer surtout une activité aussi mouvante et aussi protéiforme que celle qui est sur Internet. Je pense qu'il faut forger l'esprit critique. Ça veut dire qu'en matière d'éducation, il faut que nos enfants, les plus jeunes, qui sont déjà dans ce monde-là et qui, de toute façon, à l'avenir, ils seront encore plus, et les générations suivantes, n'en parlons pas, soient aussi en capacité de pouvoir forger un jugement sur ce qu'ils ont devant les yeux. Et ça, c'est un travail d'éducation, ne pas prendre pour argent comptant systématiquement ce qui se passe. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis, c'est aussi de faire en sorte que on ait aussi des gens qui travaillent sur des argumentations de fond. Moi, je me félicite d'une chose, c'est de voir de plus en plus dans les journaux, notamment papier, mais pas seulement, aussi sur Internet, maintenant des rubriques entières qui sont des rubriques de vérification, où on met effectivement, voilà, désintox. Je cherche depuis tout à l'heure, merci Marie-Christine, de désintox, parce que c'est ça le fond, c'est pour ça que je disais qu'il faut un travail préalable, parce que voilà, ça demande plus de temps d'argumenter sur un fait que de le prendre pour argent comptant. Et c'est valable pour les politiques, ça prend exactement 10 secondes à quelqu'un pour balancer une horreur sur les migrants, sur l'économie, et ça prend 10 minutes pour contre-argumenter en face. Et là, on ne se plaint pas, mais il faut avoir cette dimension-là en tête. Vous n'allez pas pouvoir la voir d'aussi loin, sauf si vous avez des yeux perçants c'est quoi comme animal? Non, ça c'est une mouette. Mais vous avez aussi la question de comment on traite... C'est pas une mouette? Si, on voit très clair une mouette. Ça a des yeux perçants. Aussi, une mouette, ça rend bien une mouette? Bon, d'accord. Alors, vous avez des yeux de mouette, non? Vous n'allez peut-être pas voir, mais... Non, vous ne pouvez pas le voir. J'ai sous les yeux, je vous le ferai tourner, un document où on voit tout un tas de personnes, c'est des femmes, voilées intégralement, et à côté, le logo de la caisse d'allocation familiale. Ça, c'est comme l'histoire des 700 € pour les demandeurs d'asile. C'est parti, ça s'est diffusé à la vitesse grand V sur Internet. Et cette photo, elle a été manipulée. Il n'y avait pas la CAF sur cette photo. C'était une photo, certes, de femmes voilées, mais elles étaient en Angleterre et devant un bureau de police. Vous avez les deux photos, là, exactement. Alors, on ne voit pas bien, mais bon. Et tout ça pourquoi? Donc, ça, c'est de la manipulation de photos. Et le danger, la dangerosité de ce genre de manipulation est énorme. Alors, juste un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il y a un site qui s'appelle TeenEyes, TINEY.com, qui vous permet justement de retrouver les sources des images. Donc, s'il y a quelque chose qui vous paraît curieux, pour vérifier qu'il s'agit ou pas d'un montage, vous avez la capacité de regarder si la photo qui a été utilisée est la photo originale ou pas. Et bien ça, je trouve que c'est très intelligent parce que justement, ça permet de développer l'esprit critique et justement la contradiction. Et pour aller dans le sens de ce que disait ce monsieur à propos d'informations qui part de la présidence, avec le printemps arabe, moi j'ai assisté à des réunions de journalistes francophones, libanais, tunisiens, marocains et égyptiens qui toute leur vie avaient travaillé sous la férule de leur président, que ce soit Ben Ali, Moubarak et autres. C'est-à-dire que 3 fois par jour, ils recevaient par courrier, par mail, par fax, les communiqués officiels de la présidence pour nourrir leur journal. Et que quand tout ça a explosé et que le net est arrivé dans les rédactions, ils étaient complètement paumés. Ils ne savaient plus par quoi ouvrir le journal, parce qu'avant le journal c'était le vécu du roi, il s'est levé à 9h, il est allé là, il a tenu le conseil des ministres, il a reçu un tel, il était à l'étranger. Et là, depuis qu'on n'avait plus ce genre, pourquoi pas, s'il fait un voyage important officiel comme notre Hollande en Chine et qui ramène des contrats, pourquoi pas. Mais du coup, ils étaient complètement paumés et ils avaient besoin de l'aide des journalistes que nous étions, pour leur dire, mais c'est à vous d'aller chercher l'information, c'est à vous d'aller sur le terrain, c'est à vous de vous constituer vos réseaux, d'avoir vos référents en politique, en social, en agriculture, parce que vous n'allez pas dans les journaux raconter la vie du roi, du prince et des ministres. Mais ça leur a demandé des mois et des mois
d'apprendre cette liberté nouvelle qu'ils avaient acquise et qu'ils n'avaient jamais vue souffler dans leur rédaction. Donc ils étaient complètement tétanisés, ils ne savaient plus que faire, que mettre dans les journaux. Par quoi on ouvre, si ce n'est pas le roi ou le président, on fait quoi, vous voyez? Donc c'est des questions à double, et c'est aussi magnifique de ce côté-là de voir que Internet a complètement soufflé sur ces rédactions-là. Qui y a d'autres qui voudraient intervenir? Allez-y, mademoiselle. Après, je vous donne. Bonjour. Vous parliez d'un manque d'éducation concernant les comportements sur Internet. On peut le comprendre de la part d'adolescents ou de personnes ne comprenant pas la portée que peut avoir une publication sur Internet. On voit l'exemple auprès de politiques qui, eux, ont en général une forte éducation, ont eu bien plus peut-être d'études ou d'implication, on va dire, que tout venant. Enfin, excusez-moi, je ne sais pas très bien m'exprimer, mais on attend des politiques qui ont une certaine image, une certaine éducation, pourtant ça n'empêche pas de très sérieuses bourdes dues aux réseaux sociaux. Je voulais savoir, au niveau européen, est-ce que, même si on parle de la liberté d'expression, justement, vous avez des sortes de directives, une sorte de droit de réserve, des indications où on vous aurait dit, attention à vos politiques, ne vous exprimez pas sur tel ou tel sujet, je ne sais pas, pour éviter justement ce genre de buzz médiatique sur la politique. Mais vous savez, je pense que ceux qui utilisent ce genre de formule dans la politique, ils n'ont pas du tout envie d'éviter ça. Ils ont envie de l'utiliser. C'est exactement le contraire. Moi, je ne crois pas marginalement à l'erreur d'orientation d'un tweet ou quoi que ce soit. Je pense que c'est souvent un test, et si ça marche, si ça fait buzz, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, au démarrage. Après, c'est effectivement tout ce qui se passe après qui rend la chose importante et qui nécessite ou pas de l'argumentation. Donc, pour vous répondre, non, on n'a pas, en plus directive, c'est à double sens chez nous, parce que ça veut dire loi, donc on n'a pas de texte qui nous disent faites ci ou faites ça. Et puis, il ne vaudrait mieux pas, parce que je pense qu'on passerait du temps à faire exactement le contraire de ce qu'on nous dit. Mais bon, je ne veux pas me détourner de votre question. Donc, il faut bien être clair sur le fait que c'est un outil maintenant comme un autre pour les politiques. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas plus de mansuétude à avoir à l'égard des politiques qui balancent des choses sur Internet qui sont fausses qu'avec d'autres. Et dernière chose, je n'ai pas dit qu'il fallait plus d'éducation. C'est que l'éducation doit, avec les parents, mais l'éducation c'est large, c'est l'éducation nationale comme les parents, comme l'entourage, comme le secteur associatif, comme l'éducation populaire, ça doit permettre de développer l'esprit critique. Voilà, c'est ça que j'essaye de développer. Pardon. Oui, il faut apprendre à lire au-delà des mots, à décrypter. Mais c'est comme quand vous lisez le journal, ou quand vous regardez la télé. Quand vous regardez le journal Jean-Pierre Pernaut à 13h, c'est jamais la même ouverture que les autres journaux, parce qu'il va vous parler de la fermeture d'une boucherie dans le Cantal, pendant que l'autre va vous parler de 250 morts dans un avion qui s'est crashé au Sinaï. Ça fait à la fois c'est son ADN et sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas les mêmes journaux. Il y en a un qui est un journal d'information et l'autre est un magazine de la vie en France, de nos régions, de nos provinces, etc. Donc on sait aussi quand on regarde ces journaux pourquoi on les regarde et ce qu'on attend, on s'attend à y voir. Quoi. Voilà, c'est comme quand on lit Libé, on n'a pas le même esprit que quand on lit Le Figaro. Et on sait ce qu'on va chercher dans Le Figaro et qu'on n'aura pas dans Libé et le contraire. Marie-Christine Bergier. Oui, j'ai envie de dire... heureusement qu'on n'a pas de directive. Parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose de précieux. Et que nul ne peut nous donner des directives en la matière. Alors ça a des effets pervers. Mais moi, je suis très attachée à la liberté d'expression et à l'absence de directives. Il y a des règles, il y a des lois, au niveau européen, au niveau national surtout d'ailleurs, parce que c'est d'abord et avant tout des législations nationales qui entrent en jeu en la matière. Elles sont encadrées justement pour éviter les abus. Et un des reproches qu'on peut faire à la France en ce moment, c'est les lois contre le terrorisme et la loi sur le renseignement, qui sont des outils pour le moins inadaptés par rapport au but recherché et porteurs d'un certain nombre de dangers pour la liberté d'expression, pour les journalistes, et notamment sur la question de la protection de leurs sources.
La deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que Internet, ça a été dit, c'est le meilleur et le pire. La photo du petit Elal, elle a fait bouger les lignes. Elle a fait bouger les lignes. Parce que pourquoi cette photo ? On peut s'interroger, mais la réalité, c'est qu'elle a fait bouger les lignes. Hein. Le débat n'est plus le même depuis l'apparition de cette photo. Mais c'est aussi le pire, parce que depuis la mort du petit Elal, il y a plus de 100 enfants qui sont morts en Méditerranée. J'ai diffusé sur les réseaux sociaux une photo que j'ai récupérée en Grèce d'un bébé de 6 mois. Hein, un bébé de 6 mois qui était rejeté sur la rive, la photo est épouvantable. En même temps, on n'a pas le droit de se taire. Hein. Elan a fait la buzz, depuis il y a des enfants qui continuent de mourir en Méditerranée dans l'indifférence générale. Hein. Donc il y a du bon et du mauvais. Puis la dernière chose que j'avais envie de dire, vous avez dit, monsieur, l'e-commerce ne m'intéresse pas. Je dis attention, l'e-commerce ne vous intéresse pas, mais l'e-commerce s'intéresse à vous. C'est clair. Dès lors que vous utilisez Internet, l'e-commerce s'intéresse à vous. Hein, et on est de plus en plus là-dedans. Et ce qui avait d'intéressant dans le sondage dont vous parliez, c'est que les Français notamment, mais je pense que ça peut être vrai des Européens ou même des Américains, des États-Unis, sont de plus en plus conscients des dangers. Et en même temps, utilisent de plus en plus Internet sans toujours prendre les références. Je regardais en préparant ce débat le marché des données récupérées sur Internet a rapporté l'année dernière 150 milliards. 150 milliards. Juste la vente des données captées par l'utilisation quotidienne que nous faisons d'Internet. Et il y a une chose qui m'énerve de plus en plus, c'est les journaux qui demandent l'autorisation d'utiliser les cookies. Je trouve que quand on est journaliste, on devrait protéger tout ça. Et quasiment tous les journaux, je crois qu'il n'y en a pas un qui fait exception, vous commencez à regarder, à surfer sur le net pour lire des journaux, systématiquement, vous avez le message qui s'affiche, pouvons-nous utiliser vos cookies ? Et il n'y a même pas la possibilité de dire non les 3 quarts du temps. Parce que la réaction, c'est je veux continuer à surfer, et donc je dis oui. Il ne faut surtout pas dire oui. Il faut enlever l'annonce. Mais je trouve que le fait que les journaux utilisent ça est quelque chose d'assez dramatique. Et ils le font pour être en règle par rapport au droit. Mais il y en a beaucoup qui ne prennent même pas cette précaution. Hein, donc il y a un vrai danger. Et dans la suite de ce que disait Sylvie, moi je pense que la meilleure protection, c'est l'éducation. Hein, et une des choses pour lesquelles on se bat au Parlement européen, c'est ça, c'est demander de faire en sorte, mais malheureusement nous n'avons pas la compétence pour légiférer en la matière, mais d'inciter les États à développer dès le plus jeune âge. Parce qu'on voit des trucs assez fascinants sur l'âge auquel les gamins commencent à surfer. Donc soient éduqués à la protection sur le net, parce que c'est la meilleure des protections. Hein, c'est qu'on soit en capacité de se défendre soi-même, de se protéger soi-même. Je sais que ça peut paraître un vain mot, mais compte tenu de l'explosion de l'Internet, c'est la meilleure garantie qui soit, développer des programmes d'éducation. J'ai un exemple à vous citer, monsieur, récent. Il y a eu les journées du web et du multimédia à Avignon en automne. Il y a un monsieur qui a cité cet exemple aux États-Unis. Un jour, dans une famille, arrive un homme et une femme qui sonnent à la porte, et ils avaient des pampers, une table à langer, une poussette, un berceau, des nounours, des peluches, des trucs, des machins. Ils sonnent. La maman va ouvrir. Son mari était derrière. Et elle lui dit c'est quoi? C'est pas Noël. Hein. De toute façon, ma fille a 14 ans. Je ne suis pas enceinte. Vous, non. Mais votre fille, oui. Parce que la boîte qui s'occupait de ces nounours, de ce matériel pour bébé, avait eu des données de ce que consultait sur Internet leur fille de 14 ans, c'est-à-dire qu'elle se posait des questions si elle était enceinte ou pas, à quel moment le bébé allait naître, de quoi elle aurait besoin, et à tel point que ces données sont arrivées aux oreilles du groupe en question, qui s'occupe de natalité, et qu'on est allé livrer ça aux parents qui ont appris que leur fille était enceinte à 14 ans. C'est vous dire si les données par rapport à ce que vous commandez sur Internet, votre adresse, votre numéro de rue, etc.,
sont identifiables par certains à partir de ça. Les industriels peuvent débouler chez vous. Ça pourrait être une voiture, ça pourrait être une maison, un bateau si vous êtes fasciné par les bateaux et que vous regardez souvent des sites de bateaux, les prix des bateaux, bon, oui, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça c'est un fait réel. Voilà, donc le e-commerce existe aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait, Marie-Christine parlait, Berger a parlé de la façon dont les journalistes travaillaient. C'est vrai qu'à Reporters sans frontières, il y a un classement chaque année par pays, des pays des mieux classés au moins bien classés, parce que les droits d'informer, la façon dont travaillent les journalistes sont plus ou moins borderline et autres. Et la France, en ce moment, est un peu sous le regard de certains. Oui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Parce que souvent, on croit que les journalistes français, depuis 5 colonnes à la une, envoyés spécial, sont des gens parfaits, rigoureux, qui mènent l'enquête, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, il y a eu beaucoup de cas récemment de censure, qu'on n'est pas... tout le monde les connaît, c'est sur Canal+. Le président Bolloré exerce une pression pour ne pas diffuser certains documentaires qui pourraient être porter préjudice. Donc ça c'est un exemple, mais la France est en effet 38e sur 180 pays, ce qui n'est pas fabuleux. Elle est aussi très mal classée au niveau de notre... On a 2 classements, on a le classement mondial, donc pour la liberté de la presse, et puis aussi pour Internet. Depuis 2005, on a ce classement des ennemis d'Internet. Alors ça a d'abord été des personnalités, il y a eu aussi des institutions, il y a également des pays qui sont visés, la France ne l'est pas, mais la France a pas mal de lois liberticides, en tout cas en la matière, de contrôle, de régulation, de sécurisation du web. Sur les dernières 10 années, 8 lois, alors qui ne sont pas forcément des lois d'encadrement spécifiquement du web, d'Internet, mais qui touchent plus ou moins par un article, au détour d'un article, le web. Et donc, il y a la loi sur le renseignement, en effet, vous mentionnez tout à l'heure. Il y a la loi Hadopi 2, l'OPSI 2, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des lois concrètement un exemple de en quoi ça limite le travail des journalistes pour nos amis qui n'ont pas parce de carte qu'on leur de demande, presse. là en l'occurrence, on va installer des boîtes noires, on va leur demander concrètement la publication de leurs sources. On va te révéler leurs sources, ce qui est un problème énorme, parce qu'un journaliste, sa vraie richesse, bon, évidemment, c'est le travail et la qualité de travail qu'il fournit, mais s'il n'a pas de sources, et s'il ne les protège pas, ces sources, il n'y a plus d'information. C'est pas compliqué, et ce problème se produit à tous les niveaux. Donc la révélation ou la non-protection des sources, c'est quelque chose de complètement impensable pour un journaliste. Ça le met en danger lui-même ensuite, mais ça met sa source en danger au prime abord. Et quand on parle, bon, évidemment en France, sur des sujets politiques, c'est pas très grave, mais quand vous êtes en Syrie et que vous obtenez une information par un dissident ou par un opposant qui risque d'être torturé le lendemain parce qu'on l'a vu avec vous dans un café ou je ne sais où, c'est un problème. Et ce problème se répète dans beaucoup d'autres pays, inutile de les citer, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Merci Alexandra. Il y avait un monsieur qui voulait poser une question, volontiers, allez-y. Beaucoup de questions. Vous parlez de l'esprit critique, je pense que c'est évidemment, tout le monde